En tant que nouveau Lillois, je suis très content de pouvoir rencontrer des acteurs investis dans la vie locale. Et puis bon, en tant que citoyen, des acteurs investis dans la vie de leur local, quel qu'il soit. D'ailleurs, je profite de cette tribune qui m'est offerte pour faire une toute petite publicité pour une revue à laquelle je participe qui s'appelle Métropolitique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une revue en ligne totalement gratuite, qui propose un contenu, il me semble, de qualité sur les questions spatiales. L'idée est de faire dialoguer les disciplines entre elles et surtout de faire dialoguer le monde académique avec les acteurs, donc que ce soit les membres des collectivités locales, les élus, les architectes, les urbanistes, etc., les enseignants. On essaye de fournir chaque semaine 2, 3 articles sur des questions spatiales de qualité pour permettre à des gens qui n'ont pas le temps toujours de lire des ouvrages, de lire des articles scientifiques, de savoir un peu ce qui se passe, et à l'inverse de permettre aux académiques de savoir aussi quelles sont les expériences de terrain dans différents territoires. Donc voilà, c'est une petite invitation à consulter le site de notre revue qui, je pense, est une ressource utile à plusieurs titres. Alors, comme le disait Nathalie, moi je vais vous proposer un point de vue un petit peu décalé sur la place des enfants dans la ville, qui s'appuie sur un travail que j'ai conduit dans le cadre de ma thèse de doctorat en sociologie, qui commence à dater un petit peu, puisque je l'ai soutenu en 2014, qui était consacré à l'étude de ce que j'ai appelé l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques parentales qui visent à encadrer les déplacements et les activités réalisées par les enfants dans les espaces publics urbains, ainsi que les représentations qui sous-tendent ces pratiques parentales. Alors, 20 minutes, c'est toujours très court, donc j'entrerai pas dans les détails, mais les espaces publics, comme le disait hier, je crois que c'était Michel Lusseau qui parlait de ça, je les, je les prends dans une acception très large, c'est les espaces ouverts à tous, alors même s'il y a toujours des formes de restrictions à l'accès, l'idée c'était d'étudier tous les espaces accessibles à tous, plus les transports en commun, même s'il faut payer pour y entrer dans des grandes villes comme Milan et Paris, c'est très important de les prendre en compte. Donc d'une certaine manière, je vais vous parler plutôt de la ville à hauteur de parents, même si les parents que j'ai rencontrés, je les ai interrogés avant tout sur la façon dont ils encadrent les pratiques de la ville de leurs enfants. Alors, le choix que j'ai fait pour cette présentation, c'est de vous présenter rapidement le cadre de ce travail dans un premier temps, notamment les 2 terrains d'enquête, et puis ensuite j'ai choisi 3 résultats parmi plusieurs. Je pourrais passer des heures à vous parler, mais ça vous ennuierait sans doute. Donc j'ai essayé de trouver 3 résultats qui me paraissent importants pour nourrir les échanges qu'on pourra avoir dans le cadre de cette table ronde. Hier, Michel Lusseau invitait à penser qualitativement, et donc j'espère à ma mesure contribuer à nourrir un peu cette réflexion qualitative sur la place de l'enfant dans la ville. Alors, n'accepte pas un bonbon de la part de quelqu'un que tu ne connais pas. Rares sont celles et ceux qui n'ont jamais reçu cette consigne, entendu cette consigne, voire donné cette consigne. Il y a sûrement un certain nombre de parents parmi vous, ou une déclinaison de cette consigne. Ne pas parler aux inconnus, ne pas les suivre, ne rien accepter d'eux. Voilà autant de recommandations qui occupent une place centrale dans l'esprit des parents au moment où leurs enfants commencent à se déplacer sans eux. Alors, c'est vrai de manière générale, mais ça l'est sans doute encore davantage en milieu urbain, dans la mesure où la ville est, d'un point de vue sociologique, le royaume des inconnus. En fait, c'est un espace dans lequel, qui est caractérisé par l'interaction avec des étrangers au sens de personnes qu'on ne connaît pas personnellement. De prime abord, l'étude de la façon dont les parents encadrent, surveillent, contrôlent la présence de leurs enfants dans les espaces publics peut d'ailleurs revêtir un caractère trivial, tant ces pratiques font partie de l'expérience quotidienne des parents, mais aussi de l'expérience passée de tous ceux qui, même s'ils n'ont jamais élevé d'enfants, ont été eux-mêmes un enfant. En fait, l'expérience de chacun et chacune d'entre nous. Dans mon travail de thèse, j'ai pourtant choisi de prendre au sérieux ce qu'on pourrait qualifier de volet urbain des pratiques éducatives en déclinant 2 grands ensembles d'interrogations. D'abord, l'idée, c'était d'essayer de comprendre ce que disent les parents à leurs enfants et ce qu'ils font pour les accompagner dans cette découverte progressive de la ville. Et puis, bon, moi je suis sociologue, les questions de différenciation sociale sont très importantes pour nous. J'ai essayé de voir comment, enfin, si tous les parents disent la même chose et si tous les parents font la même chose, avec évidemment derrière la tête l'idée que ça n'est pas le cas, que selon les ressources dont ils disposent, selon leur trajectoire, selon peut-être aussi leur sexe, les modalités de cet encadrement vont se différencier. Donc pour le dire de manière très rapide, hier Michel Lusseau parlait d'expérience. Moi en tant que sociologue, je pense que le terme de socialisation est approprié. Je me suis intéressé je voulais contribuer à l'étude du processus de socialisation des enfants à la ville, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est introduit à la ville en tant qu'enfant
par les parents au quotidien. Et puis aussi, dans une certaine mesure, du processus de socialisation par la ville. Alors, moi, j'ai rencontré des parents, donc comment cette expérience quotidienne de la ville contribuait à socialiser les parents eux-mêmes, à leur faire prendre conscience de tout un ensemble de choses. J'ai pas le temps de développer beaucoup, mais par exemple, un certain nombre de parents, en particulier de mères de famille, qui me disaient qu'elles avaient changé totalement de rapport à leur quartier à partir du moment où elles avaient eu une poussette, à partir du moment où elles avaient dû penser justement aux dangers qui guettaient éventuellement leurs enfants au coin de la rue, aux voitures, etc. Des personnes qui tolèrent de moins en moins les voitures, les motos, à mesure qu'elles ont des enfants. Voilà, je ne m'attarde pas, mais comment finalement la parentalité va contribuer à redéfinir, reconfigurer le rapport à l'espace du quartier, et puis plus largement à l'espace de la ville. Donc l'enquête de terrain sur laquelle je vais m'appuyer ce matin, c'est consistait principalement à réaliser des entretiens avec des parents. J'ai aussi fait un travail d'observation, mais qui était plus en appui des entretiens. Donc bon, c'est pas très intéressant d'entrer dans le détail, mais en gros, j'ai fait à peu près 80 entretiens avec 88 parents qui avaient chacun au moins un enfant âgé de 8 à 14 ans. Alors j'ai pas le temps d'entrer dans les détails là encore, mais certains avaient un enfant de 13 ans avec des frères et sœurs plus âgés, et d'autres avaient un aîné de 8 ans. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et moi, c'est des choses que j'ai développées dans mon travail, mais dont je vais pas parler aujourd'hui. En tout cas, ils avaient au moins un enfant âgé de 8 à 14 ans. Et ils habitaient donc un quartier que j'ai défini à Paris. Donc on peut passer à la carte, qui est alors c'est un peu plus qu'un quartier, en fait. C'est une grande partie du 19e arrondissement. Et un espace relativement similaire à Milan. Alors c'est toujours impossible de trouver des espaces qui soient totalement similaires. Enfin, c'est une illusion, ça n'existe pas. Mais j'ai choisi deux terrains qui se ressemblent par un certain nombre d'aspects. Donc on peut passer peut-être à la carte d'après. Alors c'est un peu un hasard, mais ils sont situés un peu au même endroit dans l'espace de la ville, au nord-est. C'est pas fait exprès, mais c'est lié à leur histoire. En fait, j'ai choisi des terrains qui ont une trajectoire de développement comparable. C'est-à-dire que c'est des anciens champs, c'est des anciens espaces ruraux qui ont été progressivement urbanisés, puis ont connu des formes d'industrialisation relativement importantes, notamment dans le 19e arrondissement autour du bassin de la Villette. Puis ont connu la désindustrialisation et, alors c'est davantage vrai pour le cas de Paris que pour le cas de Milan, sont aujourd'hui en cours de transformation avec des processus de gentrification plus ou moins avancés selon les espaces, même s'il ne faut pas non plus, là on ne va pas entrer dans un débat sur la gentrification, mais il faut quand même avoir en tête que dans le 19e arrondissement, il y a plus de 35% de logements sociaux, donc on est quand même encore dans des espaces très mélangés, et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai choisis. Moi je voulais deux espaces qui se caractérisent par une certaine hétérogénéité sociale et culturelle de leur population. Pour deux raisons. La première, c'était parce que ça me permettait en fait au sein d'un même espace de rencontrer des familles avec des profils différents, tout en contrôlant en fait un peu le rôle du quartier de résidence. Et aussi parce que c'est les espaces dans lesquels les familles sont au jour le jour confrontées à l'altérité sociale et culturelle. Et c'était une dimension qui m'intéressait d'étudier. Voilà, donc je ne vais pas développer beaucoup plus sur le cadre, éventuellement on pourra y revenir ensuite. Mais voilà, c'était en gros une approche localisée et comparative de ce processus de socialisation des enfants à la ville. Alors, on peut passer au slide suivant. Vous imaginez bien donc qu'il est impossible de restituer l'ensemble d'un travail en peu de temps. Donc moi j'ai fait un choix qui va consister à mettre en avant 3 résultats de mon travail que je vais présenter de manière un petit peu synthétique, hein, dans l'idée que, enfin en tout cas qui moi me semble important du point de vue politique, c'est-à-dire du point de vue de ce que des choses qu'on peut éventuellement en retirer pour penser l'action publique, ou pour penser voilà, la ville à hauteur d'enfant en tout cas. Le premier résultat que je voudrais présenter, en fait, alors je précise en préambule que c'est un peu trivial. Enfin, c'est des résultats. Comment dire, il n'y a rien de particulièrement surprenant, mais en même temps, je pense que c'est aussi un des rôles de la sociologie que de montrer des choses en les appuyant sur un travail empirique pour attirer l'attention sur leur importance. Donc, le premier résultat, c'est la nécessité absolue, je pense, d'envisager, quand on pense les espaces publics, de toujours les penser en articulation avec les espaces privés, et en particulier avec le logement. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, mon travail, mais tout un ensemble d'autres travaux, que je n'ai pas le temps de citer là, montrent que les conditions matérielles dans lesquelles les parents mettent en œuvre l'encadrement des usages de la ville des enfants vont avoir une grande influence sur cet encadrement.
De manière générale, le domicile est considéré par les parents comme un espace plus sécurisé que les espaces publics. Petite parenthèse, ce qui est entre parenthèses, enfin ce qui est très discutable parce qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques. Et alors c'est difficile de comparer parce qu'il faudrait comparer à temps passé égal dans les espaces publics et dans les espaces privés. Mais en tout cas, le domicile n'est pas un espace si sûr pour les enfants. Bon, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, les parents considèrent le domicile, et les enfants eux-mêmes aussi d'ailleurs, comme un espace sécurisé. Mais il est utilisé de manière très différente selon les familles en tant qu'espace de sociabilité enfantine. Et on peut le dire pour simplifier un peu, qu'il y a une corrélation entre la liberté d'exploration autonome du dehors dont vont jouir les enfants et la taille de leur logement. Les sociabilités d'intérieur, en tout cas sur les 2 terrains que j'ai étudiés, sont caractéristiques des enfants qui grandissent dans les familles qui disposent des conditions de logement les plus confortables. C'est un peu évident, mais c'est important de l'avoir en tête. Donc les plus confortables, notamment aussi les plus spacieuses. Avoir un logement de grande taille permet d'accueillir d'autres enfants chez soi plus facilement que quand on a un petit logement, et favorise de manière générale les activités ludiques d'intérieur, alors qu'il s'agisse d'inviter d'autres enfants ou simplement que l'enfant joue chez soi. Dans les quartiers de mixité sociale que j'ai étudiés, j'ai pu observer une assez forte dissymétrie dans les invitations lancées par les enfants à d'autres enfants pour venir jouer chez eux. Donc pour le dire vite, les enfants qui ont les maisons les plus grands, les appartements les plus grands invitent davantage chez eux d'autres enfants que ceux qui ont des logements plus petits. Alors il y a plein de facteurs à ça, mais un facteur sur lequel j'aimerais insister, c'est... Alors, dans certains cas, la question de l'insalubrité du logement, qui fait que les parents ne souhaitent pas inviter d'autres enfants chez eux, mais surtout la question de la promiscuité. En fait. Il faut vraiment avoir en tête cette question du nombre de personnes par mètre carré. Quand il y a un couple avec un enfant dans un appartement de 100 mètres carrés, ça n'offre pas les mêmes possibilités pour laisser de la place au jeu que quand il y a 6, 7, 8 personnes dans un appartement de 45 mètres carrés, en fait, avec des fois des formes de cohabitation intergénérationnelle qui vont avoir comme effet de pousser les enfants dans la rue. C'est-à-dire que les enfants vont, en tout cas relativement à ceux qui disposent d'un logement plus grand, passer davantage de temps dans les espaces publics très proches du logement. Donc la culture de la chambre qui est évoquée par tout un ensemble de travaux sociologiques pour désigner le repli des enfants vers les espaces d'intérieur est certes quelque chose qui est indiscutable. Il me semble qu'il y a une évolution dans les sociétés occidentales, notamment en France, mais cette évolution doit être pensée en termes de différenciation sociale aussi. Ce n'est pas tous les enfants qui ont accès à cette culture de la chambre, ou en tout cas pas de la même manière. Déjà, tous les enfants n'ont pas une chambre individuelle, pour commencer. Voilà, donc pour le dire autrement, et je vais pour terminer sur ce premier point, les espaces communs constituent une ressource plus ou moins précieuse pour les familles selon que les conditions de logement sont plus ou moins confortables. Même si ce point est un peu évident, encore une fois, il me paraît très important de le souligner pour nourrir vos réflexions et vos pratiques, par opposition à une tendance qui me semble malheureusement très développée, à la culturalisation en fait, de la présence d'enfants dans les espaces publics. Voilà, pour le dire vite, ce serait parce qu'ils seraient descendants d'Africains que les enfants seraient dans les espaces publics, parce qu'ils seraient descendants de Maghrébins. Je ne sais pas en quelle mesure cette dimension culturelle est pertinente. Je pense qu'il faudrait conduire beaucoup d'enquêtes en fait, pour aller plus loin, parce qu'on voit que même dans l'immigration, il y a la dimension ville-campagne qui joue beaucoup. Les personnes qui viennent de la ville dans leur pays d'origine ont un rapport à la ville très différent de celles qui viennent de la campagne. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, il me semble que la tendance à la culturalisation, pour critiquer, pour dénoncer finalement la présence dans les espaces publics d'enfants et d'adolescents, doit être très fortement nuancée en lien avec cette question du logement. En fait. Il y a beaucoup de travaux sociologiques sur les adolescents de cité notamment, qui nous montrent que leur présence dans les espaces publics est très liée à la question du domicile. Voilà, donc je termine là sur ce premier point, mais je l'offre à votre réflexion, il me paraît important. Le deuxième résultat que je voudrais présenter rapidement concerne le rôle joué par l'école dans la différenciation sociale des expériences enfantines de la ville. Alors, le premier point que je voudrais évoquer, qui n'est pas vraiment lié là pour le coup à la question de la différenciation sociale, c'est, et ça fait un peu écho je pense à la présentation de Michel Lusso d'hier et même d'une certaine manière à ce qu'a dit Thierry Pacaud tout à l'heure,
c'est que l'analyse des récits parentaux montre que la position qui est occupée par les enfants dans la carrière scolaire, c'est-à-dire la classe dans laquelle ils sont, en fait, va davantage définir l'évolution de leurs pratiques de mobilité, va davantage définir leurs usages de la ville que leur âge biologique. En fait, c'est notamment, ça se voit très bien au moment du passage en sixième, en fait. Mais la classe dans laquelle est l'enfant va avoir un effet très important sur les autorisations dont il va bénéficier et aussi sur ce que font les autres. Il y a des effets de groupe de pairs très importants. Mais ce sur quoi surtout je voudrais insister, alors c'est particulièrement vrai dans le cas de Paris, mais je sais qu'il me semble en tout cas que Lille est une ville très concernée par ces questions de choix scolaires, de stratégie scolaire des familles. On ne peut pas non plus comprendre l'expérience quotidienne des usages de la ville des enfants si on ne prend pas en compte les choix scolaires opérés par les familles. Vous savez très bien que tous les enfants ne vont pas à l'école de quartier. Je vais un peu vite, mais les choix de scolarisation qui sont faits, qu'il s'agisse de mettre l'enfant dans le privé ou d'avoir recours à des dérogations pour le mettre dans un autre établissement public que celui de quartier, va avoir tout un ensemble d'effets sur le rapport à la ville de l'enfant. Ceux qui ne vont pas dans l'école de quartier vont acquérir des compétences de mobilité parce qu'ils vont prendre le bus, le métro, seuls plutôt que ceux qui vont rester dans leur quartier. Ils vont avoir accès à des réseaux de sociabilité délocalisés, c'est-à-dire qu'ils vont se faire des amis ailleurs que dans leur quartier, ce qui va avoir des effets sur leur usage de la ville de manière plus générale. Et donc, si je vais vite, mais c'est quelque chose qui ressort fortement des entretiens que j'ai pu conduire et qui est plutôt congruent avec tout un ensemble d'autres travaux sociologiques. En fait, l'école et la différenciation sociale des choix scolaires des familles, ce qui est, particulièrement marqué à Paris, dans un contexte de compétition scolaire très fort, va contribuer à ancrer les enfants des familles populaires dans leur quartier, en tout cas dans le type d'espace que j'ai étudié, et à l'inverse, à plutôt favoriser une forme de délocalisation, en tout cas d'usage plus large de l'espace urbain pour les enfants des familles mieux dotées relativement en ressources économiques d'une part et culturelles de l'autre. En tout cas, ça va avoir un effet sur les compétences de mobilité qui vont être acquises et sur les réseaux de sociabilité, sur le rapport à la ville, en fait, sur la familiarité à d'autres espaces. Hier, au dîner, on parlait d'élèves qui ne connaissent quasiment que leur quartier. En fait, je pense que les choix scolaires opérés par les familles, les usages quotidiens de la ville liés à la scolarité, doivent être pris en compte par les acteurs. On ne peut pas ne pas prendre en compte cette question-là si on veut penser la différenciation sociale des usages de la ville. Le troisième point sur lequel je terminerai ma présentation concerne la différenciation sexuée de la socialisation à la ville des enfants et nous invite à penser ce que j'appelle la dimension urbaine de la fabrique du genre ou la fabrique urbaine du genre. C'est un thème qui, et je m'en réjouis d'ailleurs, a pris, je pense, de l'importance, pas mal de visibilité au cours des dernières années, en tout cas à Paris, la question de la différenciation sexuée des expériences féminines et masculines de la ville. Ce que je voudrais vous dire en quelques mots, c'est que dans mon travail, j'ai pu observer que l'action éducative quotidienne des parents, qui concerne les usages de la ville, contribue en fait à produire du genre dans la mesure où cet encadrement se distingue de manière assez nette selon le sexe de l'enfant, en lien avec la forte prégnance de représentation genrée de la ville, de représentation, alors non seulement genrée, mais hétéronormée des espaces publics. En fait, les parents que j'ai rencontrés sont très différents sur de nombreux aspects, mais s'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils considèrent la ville comme étant une ville masculine et hétéronormée. C'est quelque chose qui est très fort et qui va structurer leurs pratiques éducatives. Je vais vite, mais de manière intéressante, en fait, au cours des premières années de la phase d'âge que j'ai étudiée, donc 8 ans, 14 ans, les filles tendent à être considérées par leurs parents comme plus matures, en fait, comme plus aptes à se déplacer de manière autonome dans la ville que les garçons. Excusez-moi. Alors, c'est lié, là encore, à des représentations genrées de ce que sont les filles et les garçons. Les filles sont plus obéissantes, plus dociles, les garçons sont plus tête en l'air, font moins attention à leur environnement et donc sont moins capables de se déplacer de manière sûre dans la ville que les garçons. Mais ce qui est intéressant ou désolant, enfin voilà, c'est une question de point de vue, c'est de voir qu'avec la puberté, avec la transformation du corps des filles, cette relative confiance plus élevée dans la capacité des filles à se déplacer seules va laisser la place à une peur spécifique aux filles. Donc il y a tout un ensemble de travaux qui avaient déjà montré ça pour les femmes adultes, la spécificité de l'expérience des femmes adultes en milieu urbain.
Et ces peurs spécifiques aux filles concernent sont liées à une vulnérabilité perçue de manière plus générale des femmes dans la ville, en fait, avec ce que des travaux ont appelé l'ombre du viol qui plane derrière les pratiques féminines de la ville. Donc sans aller jusque-là, les parents, de manière transversale, c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans mon travail, à leurs milieux sociaux, certains peuvent le déplorer, d'autres peuvent le naturaliser. La ville, c'est un espace plus dangereux pour les femmes et ça ne se discute pas. D'autres le regrettent, le discutent, mais dans les faits mettent en œuvre des pratiques spécifiques pour accompagner la découverte de la ville par leurs filles. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais ces pratiques spécifiques, c'est un contrôle vestimentaire renforcé pour les filles, c'est des horaires plus stricts de retour, notamment à la maison. Il y a beaucoup de travaux quantitatifs qui montrent que les filles sont moins présentes dans la ville, même dans les espaces, les parkings à enfants qui est évoqué par Thierry Paco, même dans les espaces protégés, en fait, les filles ont moins accès à la ville et aux espaces publics que les garçons. Des pratiques d'escorte, parfois, qui moi, alors sans doute parce que je suis un homme, hein, mais qui m'ont parfois surpris, avec des parents qui vont aller à la rencontre de leurs filles dans le métro le soir pour les récupérer, pour éviter qu'elles doivent terminer le trajet toutes seules et rentrer toutes seules. Ce qui, moi, m'a frappé, c'est que dans ce contexte où le corps des filles est perçu comme un enjeu, tout à l'heure on parlait de guerre, mais finalement, il y a peut-être un petit peu de ça aussi, les parents, en fait, considèrent, encore une fois, même s'ils le regrettent, nécessaire, important, indispensable, de sensibiliser, de manière qui peuvent être assez variées selon les cas, les filles au caractère masculin des espaces publics. On pourrait dire qu'il s'agit d'une forme de socialisation progressive au fait que l'expérience des hommes et des femmes n'est pas la même dans les lieux publics, notamment du fait de l'existence de sollicitations différentes, d'expériences différentes auxquelles elles vont être exposées, en fait. Donc il s'agit pour les parents de tracer les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. Il s'agit aussi de transmettre des normes de comportement. Et en fait, ces normes de comportement, c'est se montrer prudente, ne pas provoquer, faire preuve de vigilance, savoir faire preuve de passivité, d'impassibilité quand on fait l'objet de commentaires, quand on fait l'objet de remarques. Voilà, mon temps est malheureusement limité, puis je pense que c'est plus intéressant qu'on ait des échanges. Mais je voudrais vous inviter à penser la ville, non pas seulement à hauteur d'enfant, mais aussi à hauteur de fille. Enfin, ça a été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est fondamental, en fait. Sinon, on passe à côté de quelque chose de très structurant. Et ce qui est frappant dans les entretiens que j'ai conduits auprès des parents, c'est qu'on voit qu'en fait, toutes les précautions spécifiques, tous les discours spécifiques qui sont transmis aux filles préfigurent, nous permettent de comprendre en fait la genèse de la spécificité de l'expérience urbaine des femmes. Voilà, c'est tout l'apport, il me semble, des travaux sur le genre. En fait, c'est montrer comment se construit progressivement des identités différenciées sur la base du sexe biologique. Et moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que le rappel récurrent aux filles de leur vulnérabilité supposée, l'exigence de discrétion qui pèse sur elles, débute très tôt. Et cette spécificité de l'expérience des filles n'est pas propre en fait au quartier d'habitat social avec une forte présence d'immigrés. Encore une fois, il y a une tendance à associer les inégalités d'accès aux espaces publics, ou en tout cas à les réduire aux quartiers populaires, aux quartiers avec une forte présence de l'islam. Moi, je pense que alors, il y a peut-être des spécificités de ces quartiers il y a beaucoup de travaux déjà sur ça, mais je pense qu'en fait, il faut penser l'inégalité d'accès des hommes et des femmes à la ville et l'inégalité d'accès des filles et des garçons à la ville de manière transversale à l'espace urbain. Hein. Moi, les quartiers que j'ai étudiés se situent dans Paris et dans Milan, et je peux vous dire que clairement, en tout cas, du point de vue de l'action éducative quotidienne des parents, l'accès à la ville des filles, donc à la fois en termes de temps passé dans la ville, en termes de lieux fréquentés, mais aussi en termes de rapport construit à l'espace urbain, n'est pas le même pour les garçons et pour les filles, et cela de manière transversale à l'échantillon de parents que j'ai rencontrés. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai rencontré des parents de milieux sociaux très variés, et même dans les familles les plus sensibles aux questions d'inégalité homme-femme, il y a quand même une différence qui est faite pour l'accès à la ville des filles et des garçons. Voilà. Donc pour conclure en quelques mots, je voulais vous dire ce matin qu'il me paraît impossible de penser la place des enfants en ville sans prendre en considération à la fois le logement, l'école
et la différenciation sexuée des expériences enfantines. Et donc d'un point de vue politique, il convient de penser l'articulation de ces différents domaines. Et alors moi, j'ai pas d'avis sur les urbanistes, hein, mais en tout cas de ne pas penser uniquement l'accès des enfants à la ville en termes d'aménagement et d'urbanisme. Je pense que c'est une faillite totale, en fait. Ça ne conduira à rien d'uniquement penser la place des enfants dans la ville du point de vue de l'aménagement. En fait. Ce n'est pas la seule dimension pertinente, loin de là. Voilà. Merci beaucoup.